Salut les gars, aujourd'hui, pas de doigt noir, on répare le corps humain, je vais vous parler de mon cancer. Et je vais droit au but, parce que je veux pas que les gens zappent avant que j'ai dit une chose hyper importante concernant le dépistage. Le dépistage du cancer de la thyroïde, c'est censé être une prise de sang. Si la prise de sang est bonne, basta, tout va bien. Si la prise de sang n'est pas bonne, on vous fait une échographie de la thyroïde. Ça, c'est ce que prévoit le parcours coordonné de la sécurité sociale. Dans mon cas, si j'avais fait ça, je serais mort. Donc le dépistage, une chose super importante, si vous vous sentez fatigué, si vous avez envie de vous faire dépister au niveau du cancer de la thyroïde, pour quelque raison que ce soit, quand vous y allez, si votre docteur vous donne uniquement à faire une prise de sang, vous demandez à avoir aussi une échographie. S'il ne veut pas, vous insistez. S'il ne veut toujours pas, vous changez de docteur. Parce que lui, il va continuer à pouvoir aller skier l'hiver prochain, mais vous allez mourir. Parce que ça va galoper. Donc, dépistage d'un cancer de la thyroïde, quoi que vous dise les docteurs, quoi que vous puissiez entendre sur Internet, parce que sur Internet, j'ai un peu regardé les vidéos qu'il peut y avoir, il n'y a que des vidéos de docteurs, il y a zéro vidéo de patients, donc je ne sais pas si je suis la seule, si je serai la première, ou si c'est juste qu'elles ne sont pas mises en avant par l'algorithme YouTube. Mais en tout cas, quoi qu'on vous en dise, analyse sanguine plus échographie thyroïdienne. J'ai fait l'analyse sanguine, mamma mia che bella, parfaite, nickel, j'aurais pu en rester là. Seulement, j'avais demandé l'échographie, sur conseil de ma sœur, sur conseil avisé de ma sœur. Et j'ai failli pas y aller, parce que je me disais, à quoi bon? J'y suis allé quand même pour ne rien avoir à regretter. Et quand j'y suis allé, on m'a posé le truc là, et la dame, elle a fait « Oula, j'aime pas ce que je vois ». Et là, j'avais compris que j'avais bien fait d'y aller. Et donc, je vous fais un spoiler alerte, je vais être peut-être plus long tout à l'heure, mais là, je continue dans la version courte. Moi, mon cancer de la thyroïde, il a été pris très, 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 très tard. J'ai failli y passer pour ça, et je suis encore dans le processus là, normalement, je suis tiré d'affaire, mais je suis encore dans le game. Et malgré que ça a été pris très, très tard, donc je vous fais déjà la fin, spoiler alerte, moi, j'avais 9 tumeurs dans le cou, dont la plus grosse faisait 5 cm. Ma thyroïde, elle était infestée par 9 tumeurs, dont la plus grosse faisait 5 cm. Voilà, j'avais ça là. J'avais un gros boulard comme ça dans le cou, et je ne le sentais pas. Et malgré que j'ai ça, ma thyroïde continue à fonctionner très bien. J'ai eu un résultat sanguin parfait. Pourquoi? Parce que la thyroïde, manifestement, a cette capacité à continuer à bien faire son travail, malgré qu'elle soit bien emmerdée par tout ce qui est les boules qui sont venues s'agglutiner sur elle. Alors, je ne sais pas pourquoi le parcours coordonné prévoit uniquement une prise de sang, sachant ça, mais vous faites ce que vous voulez de votre vie, mais moi, je vous donne un conseil avisé. Si vous êtes fatigué et que vous êtes amené à faire un dépistage, à demander à votre docteur de faire un dépistage du cancer de la thyroïde, ne vous arrêtez surtout pas à l'analyse sanguine. Si j'avais fait ça, je serais un homme mort. Maintenant que le décor est planté, on va passer à la partie littéraire de la vidéo, c'est-à-dire celle où je vais laisser aller mon penchant bavard et où je vais vous raconter le parcours un peu plus en détail et pousser quelques coups de gueule. Donc le parcours, ben voilà, on se retrouve au moment où j'ai ma première échographie et on me dit que j'aime pas ce que je vois. Alors là, on m'envoie chez mon médecin généraliste, qui m'envoie chez l'endocrino. Endocrino qui me dit qu'il faut faire une cytoponction. Endocrino qui me fait la cytoponction. La cytoponction, c'est pareil. C'est une échographie pour voir ce qu'on fait, pour voir où c'est qu'on plante l'aiguille. Pour aller, poum, dans la boule, et prendre le jus. Et le jus, on l'envoie à l'analyse. 3 semaines plus tard, de mémoire, on reçoit les analyses. Bon, ben moi, l'analyse a dit, ben, vous aviez 3 boules, une de 2,9 cm et 2 autres un peu plus petites. La plus grosse est cancéreuse, celle du milieu, elle est mi-figue, mi-raisin, mais considérons qu'elle est cancéreuse, et la troisième est saine, non cancéreuse. Ok. Sur ces entrefaits, on me dit, ben, il faut aller voir le chirurgien. Le chirurgien me dit, ben, il faut faire une thyroïdectomie totale, c'est-à-dire plus curage, c'est-à-dire qu'il faut enlever toute la thyroïde et curer, je pensais curer autour, moi, mais bon, curer autour, mais assez proche de la thyroïde. Ok, c'est là que ça s'est gâté pour moi. Donc là, maintenant, je ne vais pas parler du cancer en général, hein, d'autant plus que vous l'avez compris, je ne suis pas docteur. Et je ne vais pas vous parler du cancer, je vais vous parler de mon cancer, de mon expérience. Ceux que ça intéresse, ben, bienvenue à vous. Ceux que ça n'intéresse pas,
Je vous dis à la prochaine, le nez dans un carburateur. Donc c'est parti pour mon parcours. Accrochez-vous parce que j'espère que c'est pas un parcours banal parce que ça c'est vraiment un truc de malade. Du coup, on en était à l'opération. Ben, le docteur, le chirurgien m'opère. À part que l'opération qui devait durer 1 h 30 a duré 3 h 30 parce qu'il n'y avait pas 3 boules, il y en avait 9 et la plus grosse faisait donc, comme je vous ai dit, 5 cm et après ça déclinait un peu. Et sur toutes ces boules, 100% des 9 tumeurs étaient cancéreuses et il y en a quelques-unes qui étaient encapsulées, décapsulées, je ne sais même plus le terme. J'en ai ras le cul, j'ai fait un petit burn-out du cancer, j'ai oublié pas mal de choses et pourtant j'étais vraiment un sacré acteur. Et je vous en reparlerai plus dans la vidéo. Ne soyez pas spectateur de votre cancer, soyez acteur. Parce que vous croiserez des bons docteurs. Ça sera coupé au montage. Sauf si je veux faire un montage choc, hyper drama et tout. Je rigole, j'ai fait que tousser. C'est tout. Bon, je vais boire un coup. Donc, dans votre parcours, vous croiserez des docteurs compétents, vous en croiserez des moins compétents. Et là, il vaudra mieux pour vous que vous soyez acteur et pas spectateur. C'était la parenthèse, on y reviendra plus loin. Donc je me retrouve opéré avec une opération plus longue que prévu. Et ces 9 tumeurs cancéreuses, dont certaines encapsulées, décapsulées, bon, en gros, prêtes à métastaser. Et on me diagnostique un cancer de la thyroïde papillaire. C'est la forme la moins grave, c'est celle qui métastase pas ou très peu. Et fin de l'histoire. Alors là, j'essaie de pas être bavard, donc je vous fais plein de raccourcis, je vous fais mon parcours vraiment en condensé. Fin de l'histoire. Contrôle au bout d'un mois et demi par le chirurgien. Voilà, par les problèmes de calcium que je vous raconterai plus loin, au niveau de l'opération, ça allait. Donc il me dit, vous allez passer en commission pour faire une irathérapie. Alors une irathérapie, c'est, vous voyez, un médecin nucléaire, je ne savais pas que ça existait, mais ça existe, qui va vous donner une capsule d'iode radioactive, qui est là pour que le chirurgien, lui, vous enlève toute la thyroïde, mais il y a forcément des résidus qui restent. L'iode radioactive, elle est là pour achever tous les résidus de thyroïde qui restent, et donc tous les résidus potentiels de cancer, de tumeur. Parce que si on en laisse, ça risque de regrossir. Alors, bon, donc je prends rendez-vous chez le médecin nucléaire. Il me dit, vous allez être hospitalisé, il m'explique le protocole, mais avant, prise de sang de routine. Prise de sang de routine m'a valu un appel du docteur l'après-midi en me disant, bon, chez vous, il n'y a pas eu de routine. Vous avez un taux de thyroglobuline, ce sont ce qu'on appelle des marqueurs tumoraux qui permettent de voir si le cancer galope encore dans votre corps. Et moi, c'était toujours très haut. Je crois qu'il fallait être en dessous de 2 et j'étais à 14 000. Alors elle m'a dit, alto sketch, on arrête tout, on refait une échographie thyroïdienne. La première que j'avais faite avait été faite par mon endocrino. Et là, on m'a envoyé chez le spécialiste d'Occitanie, le docteur Fontaine, qui m'a fait donc la deuxième échographie. Donc il me l'a faite. Et là, bingo, ici c'était bien nettoyé. Mais là, j'avais encore 9 boules qui faisaient 2 cm. Qu'on m'a dit, soit c'est inflammatoire, soit c'est cancéreux, mais dans votre cas, comptez pas trop sur l'inflammatoire. Donc ils ont fait les analyses, et en effet, toutes les boules étaient cancéreuses. Donc, retour à la case chirurgie, je me trouve à l'Oncopole. Alors la première fois, je me suis fait opérer à l'hôpital Rive-Gauche à Toulouse, et la deuxième fois à l'Oncopole. J'ai souhaité changer d'hôpital. Il y a eu quelques bugs à Rive-Gauche. J'en parlerai un peu plus loin dans ma vidéo ou pas, parce que c'est de la littérature. Mais dans tous les cas, que ça se passe bien ou pas à Rive-Gauche, pour casser la routine, je suis allé à l'Oncopole. L'Oncopole, c'est plus pratique pour moi pour y aller. Bref. Deuxième opération, on m'enlève tout ça. Et là, après, je me retrouve de nouveau à faire mon irathérapie. La meilleure hospitalisation de ma vie. Parce que, mis à part qu'on vous donne les autres hospitalisations, c'est le cou ouvert, des tuyaux. Là, j'avais un tuyau, là, je sais pas si ça se voit, mais j'avais un tuyau qui me rentrait pour évacuer. Et donc, du coup, j'avais une trace de peau là où on voyait le tuyau dessous.
on m'a enlevé le tuyau, boum, j'ai toujours la trace de là où il y avait le tuyau. Bon, c'est pour dire souvenir d'hospitalisation, des trucs dans le bras, des trucs dans le cou, c'était pas top, quoi. Celle-là, ben, on vous donne une pilule à manger, après on vous dit, vous approchez plus de personne, et parce que vous êtes radioactif. Mais en gros, à part regarder la télé, tourner en rond dans votre chambre, c'est pas super agréable, mais enfin, voilà, au moins j'ai bien dormi, quoi. J'ai pu me reposer vraiment. Donc j'ai fait ça, et, euh, et puis là, ben, le matin de mon hospitalisation de la radiothérapie, j'ai fait ce qu'on appelle un TEP scan. C'est un examen qui permet de voir si vous avez eu des métastases. C'est-à-dire des métastases, en gros, pour parler de façon vulgaire, hein, puisque moi je suis pas docteur, c'est que votre tumeur, elle a fait des bébés qui sont là ailleurs et qui sont en train de créer d'autres tumeurs. Et ben, pour rechercher les métastases, on vous fait un examen qui s'appelle un TEP scan. Et donc j'ai fait le TEP scan qui a révélé qu'il y avait un truc pas net côté gauche. Et ensuite, à la fin, donc après, on vous donne la radioactivité. La radioactivité, elle a deux fonctions. Elle a la fonction de vous tuer les résidus de thyroïde, comme je vous disais, tuer les résidus. Mais elle a aussi la fonction de se fixer sur tout ce qui est cancéreux, encore cancéreux dans votre corps. Donc après, à la fin de votre hospitalisation, ils vous font un autre examen qu'on appelle une scintigraphie. Et en fait, c'est une sorte de scanner, une image de votre corps. Et tout ce qui est illuminé par la radioactivité, ben, c'est potentiellement du cancer. Voilà. Et moi, la scintigraphie, si j'ai bien compris, ça n'a pas été illuminé comme au TEPSCAN, mais il y a quand même un truc pas net. Voilà. Donc moi, maintenant, j'en suis au point où j'ai une boule a priori de 1 cm de ce côté-là, où c'est comme avant, c'est soit elle est cancéreuse, et dans quel cas il faudra opérer à nouveau, si j'ai bien compris, soit elle est inflammatoire, et quand je vais faire dans quelques semaines, quelques mois, mon scanner, là, mon examen, eh ben, elle aura disparu. Voilà. Alors on m'a dit aussi que la radioactivité pouvait tendre à la faire disparaître. Là, j'y crois pas trop, parce qu'à la base, on m'avait dit que c'était pour les résidus. 1 cm, je pense pas que ça puisse. Donc moi, j'en suis là de mon protocole de soins, c'est que je suis dans l'attente de mon dernier examen pour voir si je vais devoir être repéré de ce côté. Comme ça, moi, j'ai un sourire qui va de là jusque là. Et comme j'aime bien la symétrie, ça repartira là, quoi. J'aurai un vrai sourire mexicain. Je pourrais raconter des dingueries dans mon rôle de président de chaîne. Je pourrais dire que j'étais victime d'un attentat ou un truc comme ça, quoi. Bon, bref, c'est la petite note d'humour. Euh, donc voilà où j'en suis. Maintenant, je vais faire un petit rewind, je vais revenir en arrière. Donc, je suis parti d'un cancer pas grave, où, vous inquiétez pas, dans 90% des cas, si c'est pris à temps, les gens s'en sortent. Bon, déjà, je me disais, ben, pourvu que je ne sois pas dans le 10% des cas où les gens ne s'en sortent pas, même si c'est pris à temps. Où on m'a dit, ça a été pris pas du tout à temps. Votre cancer a été vraiment pris très tard, malgré que vous avez un carcinome papillaire, donc c'est le nom savant de ma version du cancer de la thyroïde, qui normalement ne métastase pas ou très peu. Et bien vous, il a bien métastasé là, et en fait, ce que ça prouve, c'est que ça faisait très très longtemps qu'il y était. Et a priori, de ce que j'en ai compris, alors encore une fois, je suis pas docteur, ce que je vous dis, c'est ce que j'en ai compris. De ce que j'en ai compris, ben, j'étais pas loin d'y passer. Voilà, j'ai souvent entendu les mots. Alors, vous voyez, quand au début du cancer, on vous dit, oh, c'est pas grave comme cancer. Mais moi, les cancérologues, les docteurs, j'ai souvent entendu les mots de cancer grave, pathologie lourde. Je sentais que ça rigolait plus, quoi. Le petit cancérolet de la thyroïde, là. Bon. Donc, moi, de ce que j'en ai compris, mon cancer, il a failli être à quelques mois près, parce que heureusement, c'est un cancer qui se développe doucement, donc je l'avais sûrement depuis des années, et il se développe doucement, donc ça s'est pas joué à la semaine près ou au jour près, mais ça s'est joué peut-être à 1 an près, et j'aurais très bien pu être dépassé cette année. En gros, à quelques mois près, peut-être maximum 1 an, ça devenait inopérable, et j'allais mourir de mon cancer de la thyroïde. Voilà. Heureusement, ce n'est pas le cas. Je fais ce qu'il faut, les docteurs font ce qu'il faut, et a priori, moi, à l'heure où je vous parle, je suis sorti d'affaire. Euh, donc voilà pour ce qu'il en est de mon cancer. Alors maintenant, je vais faire une dernière partie, on va dire qu'il y a une partie bavardage, où je vais vous dire pourquoi il faut être acteur de votre maladie et pas spectateur. Bon, on va commencer par un résumé très court, en fait, de ce que je pense de tout ça. Vous voyez ça, là? Qu'on a fait à 20h, là, les soirs, là, quand il y avait le Covid. Bah, fallait pas le faire, ça sert à rien. Non, non, non.
Vraiment pas. Parce qu'un docteur, je vais vous dire, en gros, ce que je pense que c'est un docteur. Alors, bien sûr, je ne les mets pas tous dans le même sac. Et ce que je dis là, en fait, ce que je vais vous dire, c'est des choses banales qu'on sait tous au final. On a une espèce de déférence par rapport au docteur qu'on met sur des piédestals. Déjà le titre, docteur, mais pourquoi on les appelle pas monsieur, tu sais? Pourquoi on les appelle pas monsieur? Quand on va chez le docteur, on le sait qu'on va chez le docteur, on n'a pas besoin de dire docteur, on pourrait dire monsieur. On dit docteur et ça instaure depuis toujours une espèce de déférence qui fait qu'eux, ils sont au-dessus et nous, on est en dessous. Mais moi, il n'y aura plus un docteur qui sera au-dessus de moi. Ça n'arrivera plus qu'un docteur soit au-dessus de moi. C'est terminé après tout ce que j'ai eu. Alors, un docteur, c'est quelqu'un qui est payé 10 000 balles par mois et pour lequel on accepte l'approximation dans son travail. Voilà. La société accepte l'imperfection parce que comme c'est pas de la mécanique, comme c'est du domaine de l'humain, il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a qu'une obligation de moyens. Et d'ailleurs, au moment des opérations, on signe. Si je fais mal mon travail et que vous avez des séquelles ou que vous mourrez, vous ne pourrez pas me poursuivre, ce ne sera pas ma faute parce qu'on est dans l'humain et des moments, il peut y avoir des surprises. Et on signe, ok. Mais je me demande s'ils n'ont pas un petit peu abusé de tout ça, là. Certes, c'est pas une science exacte, mais ils la rendent pas du tout exacte. Ils la rendent même approximative. Donc, quand je faisais ça, là, au lieu d'applaudir un médecin qui est payé 10 000 balles par mois et qu'à la limite, il fait juste son travail comme tout le monde, hein, moi, je ne demande pas qu'on m'applaudisse quand je travaille, moi. Ben, la prochaine fois que vous ferez vos courses, vous donnerez un petit mot gentil à la caissière qui avait rien demandé, qui est payée le SMIC et qui, elle, était en première ligne, autant que les docteurs, à part qu'elle n'avait pas de masque et que les docteurs en avaient. Elle, c'était pas son travail, elle avait rien demandé, et pourtant, elle a eu à longueur de journée des gens qui lui expectoraient leur sécrétion potentielle pleine de Covid sur elle pour le SMIC, et les caissières, personne ne les a applaudis. Donc, vous voyez le mur qui est derrière moi, là. Vous dites à un peintre de vous le peindre en bleu, et vous le peint en vert. Ben, le peintre, il va s'excuser et va vous remettre le mur en bleu. Et puis, s'il veut pas, vous allez au pire la signer en justice. Bon courage, parce qu'on sait tous que c'est pas facile. Mais vous avez au moins une chance que ça marche. Avec un docteur, alors bien sûr, si c'est hyper grave, ok. Mais juste pour les approximations, que ça s'arrête d'un mur bleu qui est en vert, ben, vous pourrez rien faire, en fait. Et c'est la normalité. Et en fait, c'est tout le temps comme ça. Pendant tout mon parcours, j'ai l'impression que je demandais à ce que le mur soit peint en bleu et qu'on me l'a peint en vert. Alors ça a commencé pour ma première opération. Ma première opération, quand je suis sorti, ben, j'ai fait un gros malaise. 2 jours après, j'ai fait un gros malaise où j'aurais pu mourir. euh, parce que, allez, je fais une aparté. euh, les opérations comme j'ai eu là, du cancer de la thyroïde, c'est pas neuf. À part qu'à une époque, on en mourait quasi systématiquement parce qu'on enlevait aussi les glandes parathyroïdes par erreur. Les glandes parathyroïdes, c'est des glandes qui sont là pour réguler le calcium dans le sang. Et le calcium, on l'a dans les os. Les glandes parathyroïdes, elles envoient des hormones ou des produits, je sais pas quoi, qui disent aux os, vas-y, j'ai besoin de tant de calcium, lâche ton calcium, mets-le dans le sang. Donc en gros, on a notre calcium qui est à peu près toujours pareil dans le sang parce que les glandes parathyroïdes s'occupent de la régulation du calcium en prenant dans le réservoir que sont les os. Et quand les glandes parathyroïdes sont sectionnées ou affectées, on n'a plus cette régulation. Donc les os gardent leur calcium pour eux et ne le balancent plus dans le sang. Et donc notre calcium dans le sang baisse. Et quand le calcium dans le sang baisse, si on ne fait rien, on meurt dans des souffrances atroces assez rapidement. Parce que tous nos muscles, ça commence par de la fatigue, des paresthésies, c'est-à-dire des fourmis dans les jambes, dans les pieds, des vibrations dans le crâne qui descendent. Ensuite, ça se met à vibrer tellement qu'on n'y voit plus rien. Et puis ensuite, on a tout qui se fige, tous les muscles qui se crispent. Et on a des crampes. On a tous eu les crampes. Ça fait mal une crampe. Et bien là, vous avez une multitude de crampes qui parcourent votre corps et pour lesquelles vous ne pouvez rien faire. Vous faites comme ça. Voilà. Et vous avez les mains qui font ça aussi, syndrome du patineur. Voilà. Et là, vous avez quelques heures dans cet état à souffrir de crampes de plus en plus fortes dans votre corps. Et au bout d'un moment, le dernier muscle qui aura été préservé par le cerveau jusque-là comme il pouvait, le dernier muscle qui est le cœur, va s'arrêter et vous allez mourir. Ben, il n'y a pas si longtemps, c'est ça qui se passait pour l'immense majorité de ceux qui se faisaient opérer. Depuis, on a appris qu'il y a les glandes parathyroïdes, il faut faire attention. Alors, on peut
les abîmer. On peut même les couper pas par erreur, on peut même les couper parce que ça ressemble énormément au reste. Et donc, ayant conscience de ça, ben, quand on est à l'hôpital, on fait un bilan phosphocalcique, on surveille le phosphore, on surveille le calcium, et comme ça, on vous supplémente en calcium de ce qu'il faut pour pas que vous fassiez ce que je vous ai décrit, le malaise. Ben moi, j'ai pas eu de bilan phosphocalcique, je suis sorti le lendemain sur un malentendu, sur une erreur, parce que quand on est dans le royaume de l'approximation où tout va vite, ben, les erreurs arrivent très vite. Je suis sorti et 2 jours après, j'ai fait ce malaise, heureusement. Si je l'avais fait chez moi, ben là, je serais mort, c'est sûr, hein, parce que on peut jamais être sûr, mais vous avez 6 heures. Si personne ne vous trouve dans ces 6 heures, ou vous pouvez pas téléphoner, parce que même si vous avez le téléphone dans la poche, vous pouvez pas bouger, vous pouvez pas téléphoner, donc vous avez 6 heures, vous êtes mort. Si votre femme est au boulot, si ça arrive le matin et que vous avez votre femme rentre 8 heures plus tard, ben, vous êtes plus là. Elle rentre, trouve quelqu'un qui est mort dans le salon. Moi, ça s'est passé à la pharmacie, donc j'ai été pris en charge. J'ai fait 15 jours d'hôpital où on m'a mis perfusion sur perfusion pour me faire remonter le calcium. Et je suis monté, alors pour ceux que ça intéresse, je suis monté jusqu'à. Alors les perfusions, au bout d'un moment, je les ai refusées parce que je dis c'est quoi, faut que je revienne, je suis pas dialysé, non? Enfin, ça va être ça ma vie, de devoir venir à l'hôpital toutes les semaines me faire perfuser du calcium. Donc j'ai refusé les. Il faut être fort, il faut être acteur. Donc j'ai refusé les perfusions et je dis maintenant, ce sera par la bouche, plus de perfusion. Et ils m'ont dit, oui, par la bouche, on ne peut pas en mettre autant. Et je dis, ben, on va déjà se donner un peu le temps de voir, on va voir, on va essayer. Ils ont fini par me donner 12 grammes ou 9 grammes, non, pardon, 9 grammes de calcium par jour et 12 comprimés de 12 microgrammes de vitamine D. Apparemment, c'est une dose de cheval, mais enfin, ça a marché. Au bout de 15 jours, je suis sorti. Et là a commencé mon parcours du combattant avec le calcium. Parce que le cancer, c'est une chose, et le calcium, c'en est une autre. Le cancer, des fois, il est un peu impalpable. On ne sait pas ce qu'il vous fait. On sait pas. Moi, j'ai pas su quelle était sa part dans ma fatigue que j'avais. Et donc, par contre, le calcium, j'ai bien compris, quoi. Donc, ben moi, à l'hôpital, ils m'ont dit qu'il fallait que je me maintienne à un niveau de calcium suffisamment bas pour que je sois fonctionnel, même si j'étais fatigué, mais aussi pour que ça stimule mes glandes, si elles n'étaient pas mortes, pour qu'elles redémarrent. Donc, c'est ce que j'ai essayé de faire. Mais en fait, j'étais tout seul pour faire ça. J'étais vraiment tout seul. À coup, avec les grammages de calcium que je vous dis là, forcément, mon calcium, il est bien remonté. Il est remonté nickel. Et on m'a dit, bah, c'est bon alors, ça y est, plus de problème de calcium. À part que j'avais, pour savoir comment fonctionnent ces fameuses glandes parathyroïdes, il faut faire un examen, une analyse qui s'appelle la PTH. Et le docteur, quand il m'a dit que j'étais quasiment à la limite la plus haute, c'est bon, nickel, le calcium fini. Dans la même analyse, il y avait la PTH. Et la PTH était effondrée. Donc forcément, si c'était fini, qu'on arrêtait de nous donner du calcium, ben comme ma PTH était effondrée, c'est-à-dire que je n'avais pas de capacité à faire le boulot par moi-même, naturellement, ben le calcium allait redescendre. Donc j'ai arrêté le calcium, comme on m'a dit, bien sage. Et au bout de 10 jours, ben, je me sentais super mal, je sentais que j'étais à la limite du malaise, puisque j'avais appris au moins à le voir venir. Et donc je suis allé faire une analyse qui a vu que j'étais hyper bas en calcium de nouveau. Donc je suis reparti un peu à zéro. Et en fait, par exemple, quand je suis allé me faire opérer pour la deuxième fois, le chirurgien, il a commencé sa discussion à m'expliquer la cicatrice, où c'est qu'il allait la faire, par rapport à ma barbe, pour que ça se voie moins, tout ça. Alors que moi, j'avais qu'une préoccupation, c'était je suis bas en calcium, exprès, je me maintiens bas en calcium comme je peux pour stimuler ma PTH pour plus tard, à long terme, avoir une production naturelle de mon calcium et pas bouffer des sachets de calcium toute ma vie. Parce que c'est ce qui se passe si on ne stimule pas la PTH, elle meurt. Les glandes, elles meurent. Euh, Et donc je dis, non mais, me parlez pas de ma cicatrice, je m'en tamponne. Parlez-moi de ma situation, voilà, j'ai peu de calcium. Est-ce que je dois faire remonter mon calcium pour l'opération? Est-ce qu'on le laisse comme ça? Bon, voilà. Bon, il a fallu que je le fasse remonter un peu, et à l'opération, donc, ben voilà, je me fais opérer. Ça se passe bien. Et, et une fois que l'opération s'est bien passée, ben, on me donne mes médicaments habituels. Par contre, pas de calcium. J'avais quand même 4 sachets de calcium par jour. Et donc, ben, pas de calcium. Premier jour, pas de calcium. Deuxième jour, pas de calcium. Et puis, du coup, ben là, j'avais des bonnes paresthésies, donc des bonnes fourmis dans les membres. Alors, quand on manque de calcium, hein, un petit peu, c'est des fourmis rouges, c'est des fourmis noires, là, gentilles. Mais moi, je suis attaqué par des fourmis rouges africaines. Et je leur dis, mais j'ai des paresthésies très fortes. Avant que j'arrive ici, j'avais du calcium. Et maintenant, j'en ai plus, c'est normal.
parce que comme j'en prenais moins avant, et que j'en ai repris pour l'opération, maintenant que l'opération est passée, peut-être que c'est normal que j'ai plus de calcium. Bon, j'ai pas eu de réponse. La seule chose, c'est que j'ai vu arriver 2 sachets de calcium par repas. Je dis bon, mais manifestement, ils avaient oublié. Et puis la même fois, à un moment, vous savez, vous avez un collège de docteurs qui arrive, vous avez le vieux docteur et les jeunes docteurs autour. Et puis, il me regarde, pop, 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 ouais, c'est bien passé, chirurgie, parfait. 30 secondes. Et après, il se casse. Le sketch des inconnus. Le sketch des inconnus. Il vient, comme son qu'il est au courant de rien, à cause de ce que je vais vous dire. Donc il vient, pop, pop, tout va bien. Et puis là, il est déjà en train de partir. Putain, t'es limite pris au dépourvu. Docteur, excusez-moi, partez pas là. J'ai une question quand même. Moi, niveau calcium, c'est comme ci, c'est comme ça. Voilà, j'aimerais être guidé, parce que je le faisais tout seul. J'aimerais être guidé pour qu'est-ce que je dois faire pour le calcium. Le docteur, elle a dit, le calcium? Quel calcium? Alors que j'arrêtais pas de parler tout le temps du calcium à qui veut l'entendre, que moi c'était mon problème principal après le cancer, mais c'était celui qui me pourrissait la vie, parce que j'étais dans une fatigue extrême, je pouvais pas avancer, j'étais ici, là, c'était ma place attitrée. Voilà, ça et mon pieu. Et donc, il était même pas au courant que j'avais des problèmes de calcium, on appelle ça une hyperparathyroïdie. Ce docteur, qui était le chef de tous les docteurs, il était même pas au courant que j'avais des problèmes de calcium alors que je m'en plaignais tout le temps. Et c'est un jeune docteur qui était avec lui qui lui a dit, si, ce patient, il a fait une hyperparathyroïdie après sa première opération. Ah bon, d'accord. Bon, donc du coup, il est au courant, mais ça n'a rien fait de plus. Donc, j'ai continué à me débrouiller moi-même avec mon calcium. Voilà, alors après, il faut que ce soit une endocrino. L'endocrino, j'ai demandé à la première endocrino qui m'a fait ma première cytoponction de s'occuper de mon calcium. Et de faire comme l'hôpital m'a dit, de le maintenir à un niveau bas pour que ce soit stimulé, mais pas non plus trop bas pour pas que je fasse des malaises. Elle m'a dit, ah, oula, vous voulez faire baisser votre calcium? Mais il faut pas faire ça, on peut mourir. On peut faire des arrêts cardiaques. J'ai dit, oui, non, je suis au courant, dans des cas extrêmes. Et c'est pour ça que là, je suis tout seul à me gérer ça. Je voudrais que vous m'aidiez à le gérer. Elle dit, non, non, mais moi, je peux pas vous accompagner là-dedans, c'est trop dangereux. J'ai dit, non, mais l'accompagnement, c'est à l'hôpital qui m'ont dit de faire ça. Mais je veux d'être accompagné justement pour pas que ce soit dangereux. Bon, on va faire des analyses et après on verra. Et je vais expliquer tous mes problèmes. Donc j'ai fait l'analyse. Alors j'ai fait, là ce que je vous dis, ça s'est fait lors d'une téléconsultation qui a duré chrono en main 7 minutes, 70 ou 80 balles, aucune note de prise. Donc forcément, tout ce qu'on avait évoqué lors de ce rendez-vous, quand je suis revenu avec mes analyses, elle avait tout oublié. Voilà, j'ai juste reçu un message pour dire vos, vos constantes sont bonnes au niveau du calcium, tout va bien. Voilà. Et ouais, écoute, on avait évoqué plein de choses avant et, euh, et c'était oublié. Et pareil au niveau de la thyroïde. Ce qui est difficile dans le cancer de la thyroïde et qui est vraiment à savoir, c'est que, alors forcément, vous connaissez tous le nom enfin, beaucoup de monde connaissent le nom du médicament, le lévothyrox. Le lévothyrox, c'est un médicament qui vous permet de substituer, quand vous avez plus de thyroïde, c'est lui qui vous permet d'avoir le produit que mettait naturellement la thyroïde. Et ce médicament, il faut bien le doser, parce que la thyroïde, elle vous maintient, c'est elle qui fait qu'on ne s'entretue pas, en fait, la thyroïde. C'est la thyroïde qui fait qu'on est des gens civilisés. Parce que si on n'a pas assez du truc, enfin, je sais plus, bon, en gros, s'il n'y en a pas assez, on est tout mou, on n'avance pas. S'il y en a trop, on sautera la gorge de son prochain pour un oui ou pour un non. Et, et en fait, quand c'est trop, c'est le métabolisme qui est trop élevé. Et quand c'est pas assez, c'est le métabolisme qui est pas assez actif. Et dans le cas du cancer de la thyroïde, on vous maintient le métabolisme très haut, très haut. Alors moi, là, à l'heure où je vous parle, je devrais avoir une TSH, c'est-à-dire ce qui permet de mesurer l'activité artificielle de ma thyroïde que je n'ai plus, l'activité, ce que fait le lévothyrox. Je devrais avoir une TSH entre 0,27 et 4,50, sachant que quand tu t'approches du bas, déjà tu le sens. Et là, je suis à 0,17 depuis quelques temps, là. Et on me laisse comme ça fait des mois que je suis beaucoup plus bas, voire en dessous de la norme, mais parce qu'il faut que mon métabolisme soit très accéléré. Mais par contre, au jour le jour, les conséquences, je ne vais pas dire qu'elles sont terribles, mais putain, c'est dur à vivre. C'est moi, je suis en permanence tendu comme un string, je suis ultra dynamique. Je, dans tous les sens. J'ai du mal à m'endormir, je me réveille dans la nuit, je me réveille tôt, mes enfants me parlent. Quoi, qu'est-ce qu'il y a? Ah, je suis chaud. Et mais ça, d'être chaud, d'être ultra dynamique, mais quand on n'arrive pas à dormir, eh ben, on est fatigué en même temps.
Donc je suis un mélange d'apathie, de grosse fatigue et d'ultra-dynamisme en même temps. Et ça, c'est hyper difficile à vivre au quotidien. J'ai, je vois, on annonce une mauvaise nouvelle, je pleurais. J'arrive plus à gérer mes émotions. Et ça, pendant un moment, on m'avait pas expliqué pourquoi on me tenait comme ça. Je disais, mais je suis pas bien, je suis mal. Et je comprenais pas pourquoi on me baissait pas mon médicament. Et après, mon moral vraiment était à un moment, j'étais dans un moral bas. J'avais même demandé à l'oncopole à ce qu'on me mette en relation avec des psychologues ou quoi, parce que j'ai l'impression que j'arrivais plus à supporter j'arrivais plus à gérer quoi que ce soit. Et donc finalement, il y a le médecin nucléaire à l'oncopole à qui j'ai parlé de tout ça, que je me sentais pas bien, voilà, que l'endocrino, c'était zéro en fait, quoi. À part prendre ses 70 balles toutes les 5 minutes, il y avait rien eu d'autre comme plus-value. Donc la médecin nucléaire a pris le rôle d'endocrino, parce que je ne savais pas, c'était une endocrino aussi. Donc elle a pris ce rôle d'endocrino et elle a pris le temps de bien m'expliquer tout. Elle m'a expliqué comme quoi, oui, c'est difficile à vivre d'être avec un hyperthyroïdie. C'est très difficile à vivre au jour le jour, mais c'est nécessaire pour votre cancer. Voilà, vous avez failli y passer et vous êtes pas encore, vous êtes tiré d'affaire, mais enfin voilà, vous êtes à mi-chemin. Donc il faut supporter ça. Mais du moment qu'on m'explique, il n'y a pas de souci, voilà. C'est dur, mais je sais pourquoi c'est dur, donc je vais continuer à pédaler dans la côte, souffler comme un bœuf, mais j'arriverai jusqu'en haut. Voilà, le mental se remet en route. Alors que quand vous n'êtes pas bien et que vous ne savez pas pourquoi, ben voilà, ça va pas. Et quand on vous dit que pour le cancer, le mental, c'est hyper important, ben moi, j'ai perdu le mental à un moment parce qu'on ne m'avait pas expliqué une chose si simple que ça. Donc, je vous l'explique. Si vous avez le cancer de la thyroïde et que vous êtes en hyperthyroïdie permanente avec tous les désagréments que je vous ai exposés et que vous connaissez, ben, serrez les dents, tenez bon, c'est pas pour rien. Voilà, il y a besoin pour que le métabolisme, pour le corps se batte, pour que le corps se batte, il y a besoin que votre métabolisme soit accéléré au maximum. Voilà. J'étais extrêmement bavard une fois de plus. Vous serez sûrement très peu à assister à mon au revoir parce que j'en aurais perdu 99% d'ici là, mais j'espère que j'avais 100% des spectateurs de la vidéo au début, au moment, au moins pour le dépistage, parce que le reste, bon, mais voilà, c'est propre à chacun. Merci de m'avoir écouté. Euh, Pas besoin de me souhaiter bonne chance. Voilà, enfin, je veux dire. Ah oui, c'est pareil aussi. Tiens, je vous dis ça parce que souvent, le cancer, c'est impressionnant comme c'est un mot magique. C'est incroyable. Alors, vous savez, il y a une hiérarchie des cancers. Enfin, j'en sais rien en fait, mais moi, j'avais l'impression qu'il y avait une hiérarchie des cancers. En gros, c'est pas pareil quand on vous dit vous avez un cancer de la thyroïde ou vous avez un cancer du pancréas, quoi. Voilà, c'est pas la même. Et bon, objectivement, c'est pas la même. À l'oncopole, j'ai croisé des gens dans les couloirs, ils avaient plus de nez, ils avaient un tuyau qui allait dans le nez. Et moi, on m'avait beau m'expliquer que mon cancer était grave, j'avais l'impression qu'il était moins grave que le leur, quoi. Alors après, il y a la partie émergée de l'iceberg et la partie visible. Voilà, à mon travail, on a eu un gars qui avait un cancer, on l'a vu revenir, et quand tu le voyais, il avait l'air normal. Et puis finalement, une semaine ou deux après, on l'a vu repartir, parce que manifestement, ça devait pas aller, même si moi, je me suis pas rendu compte. Et un mois et demi plus tard, on apprenait son décès. Donc, c'est pas parce que. Et pourtant, son nez était normal, quoi. Enfin, je veux dire, voilà, ça donnait l'impression que c'était beaucoup plus grave le leur que le mien. Mais bon, c'est pour dire qu'il y a on a l'impression qu'il y a une hiérarchie de la gravité des cancers. Mais en fait, ça c'est, comment dire, grave, pas grave. Déjà, c'est, comment dire, le mot cancer en lui-même, c'est impressionnant l'impact psychologique qu'il peut avoir. Parce que moi, pendant un bon moment, et notamment bon, quand j'étais fatigué, que ça se voyait, quand on me parlait, j'avais l'impression des fois que c'était un curé qui venait me donner l'extrême onction, quoi. On me, toi, ça va? Ah, Bruno. Ah, Bruno, ça va, toi? Oui, 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 on fait aller, oui, ça va, ouais. Et toi, ça va? Non, mais moi, j'ai perdu mon boulot, je vais perdre ma baraque, ma voiture est en panne, ça va pas avec mes enfants, je parle plus à mon aîné. Mais bon, c'est pas grave, tout ça. L'important, c'est toi. Ça va, toi? Putain, mais en fait, si t'as une bronchite, t'as une grippe ou quoi, t'es pas bien. Mais tout le monde n'est pas toujours en train de te dire, ça va ta grippe? Ça va? Tu sais, voilà, c'est normal, t'es pas bien, t'es pas bien. Voilà, vis ta vie, on vit la nôtre et on se voit quand t'es guéri.
Ben, moi, le cancer, ben, ça fait longtemps en fait. Maintenant, ça fait un an quoi. Ça fait un an qu'on m'a opéré. Quasiment un an qu'on m'a opéré. Ça fait 11 mois. Et ça fait 11 mois que les gens, quand ils me parlent, c'est ça va toi? En fait, j'ai l'impression d'avoir. C'est pas que j'ai l'impression d'avoir plus de nouvelles de personnes, mais c'est moi qui dois passer en premier, donner de mes nouvelles. Et en plus, au final, elles sont chiantes mes nouvelles. À la preuve, il n'y aura plus personne là. Quand je vais regarder la statistique YouTube, ça sera comme d'habitude. 99% de ceux qui auront regardé mes vidéos ne seront pas abonnés. Et apparemment, c'est comme ça pour tous les youtubeurs. Putain, je parle de moi comme si j'étais un youtubeur. Donc, moi, je suis un bébé youtubeur. Et par accident en plus. Je sais même pas ce qui m'a pris de faire ça. Mon cancer n'y est pas étranger d'ailleurs. Je vais y revenir, tiens. Et donc ouais, donc il y aura plus personne là pour. C'est pas intéressant ce que je dis en fait là. C'est, j'ai l'impression que depuis un an, quand on me pose des questions, je ressasse ce que je vis et que je fais chier le monde. Et les gens continuent à me poser les mêmes questions, je leur redis la même chose. Et peut-être passer le cancer, j'en sais rien. Bon. Et en tout cas, au passage, ouais, ben, j'en profite. Vous serez peu à découvrir pourquoi j'ai fait une chaîne YouTube, parce que je suis persuadé qu'à ce moment-là, il y aura pas. Déjà, je suis pas persuadé qu'il y ait grand monde qui regarde cette vidéo. Et je pense que là, il y aura vraiment pas grand monde à la fin. Alors, ben, tiens, si vous êtes encore là, eh ben, marquez Chandernagor dans le. Ça, il y a des youtubeurs pour savoir si les gens les regardent jusqu'à la fin. Ils disent si vous avez regardé la vidéo, si vous êtes encore en train de regarder la vidéo, marquez dans les commentaires, je sais pas, frites. Voilà. Et ben, si les gens marquent frites, ça veut dire qu'ils ont regardé la vidéo jusqu'à la fin. J'étais en train de faire pareil. Non, donc je disais donc, je sais plus ce que je disais d'ailleurs. Oui, la genèse, pourquoi je suis un bébé youtubeur là? Eh bien, en fait, vous voyez avec mon rôle de président que j'aime bien faire le con. Vous voyez avec donc mon rôle de président, d'ailleurs, j'ai créé une deuxième chaîne qui s'appelle Tranche de président. Ça mélange tranche de vie du président et puis le président du fromage. Bon, bref, j'ai décidé de l'appeler Tranche de président. Et je vais mettre pas mal le président. Donc, en tout cas, dans mon rôle de président à côté de la plaque, je fais bien le con. Et dans mon autre chaîne que je fais là, je fais pas le con, mais bon, je suis comme je suis en fait. Mais je bricole, voilà, j'ai toujours bricolé pour faire des économies, pour essayer de pas se faire plumer les fois où je me suis fait plumer. Mais c'est pas pour ça que je filmais tout ça, quoi. Et là, ben voilà, le fait d'avoir le cancer, de s'être dit qu'on a failli ne plus faire partie de ce monde, et ben ça nous ouvre les yeux. Voilà, on voit plus les choses. Voilà, c'est banal ce que je dis, mais c'est tellement vrai. On voit plus les choses comme avant. Voilà, donc j'ai envie de croquer la vie à pleines dents. Et, et il m'était jamais venu l'idée de faire des vidéos avant. Alors j'en avais fait comme ça, vite fait, pour vendre une moto, parce que si le gars il vient de loin, pour qu'il voie comme c'était, enfin, comme tout le monde, le YouTube qu'on a tous, quoi, des petites vidéos par-ci par-là, voilà. Et mais par contre, je me suis rendu compte quand même que j'avais fait une vidéo il y a quelques années d'une voiture qui était en panne et je trouvais pas la solution. Et donc j'avais fait une vidéo d'appel au secours et il y a quand même 53 000 ou 54 000 personnes qui ont vu cette vidéo. Et à un moment, pour mon Picasso présidentiel, là, j'ai cru avoir trouvé qu'il était en panne depuis des mois. Alors voilà, alors je le dis aussi, s'il était en panne depuis des mois, c'est pas que ça faisait des mois que je me cassais la tête dessus. C'est que bien entendu, il y a un moment, vous aurez compris avec cette vidéo qu'il y a eu quelques mois où j'ai eu autre chose à penser que le Picasso. Et donc, je ne m'y étais pas penché dessus. Voilà, il était tombé en panne, j'avais regardé vite fait, je ne trouvais pas et j'avais laissé tomber. Et là, donc, j'ai repris et j'ai réussi à la réparer. Mais en gros, la façon dont j'ai regardé, quand j'ai trouvé ces graisses, ces prises, la pleine de graisse, et que quand je les ai nettoyées et que ça a redémarré, j'ai cru avoir trouvé une solution miracle. Et je me suis dit, il y a 54 000 personnes qui ont vu ma vidéo pour potentiellement m'aider. Ben, je vais faire une vidéo pour potentiellement aider qui la regardera, mais peut-être du monde au final. S'il y en a qui, qui ont le même problème que moi, ben, ils trouveront. Ils verront la solution. Et j'ai filmé ça. Et puis, il y a 1500 personnes en 2 jours qui ont vu cette vidéo-là. Et pendant que les gens regardaient la vidéo, ben, moi, j'ai reroulé avec la voiture et mon beau-fils est tombé en panne. Et puis moi, je l'ai reprise et je suis retombé en panne. J'ai dit, putain, en fait, je croyais avoir donné une solution miracle, mais je suis un escroc, quoi. C'est de la merde ce que j'ai fait, quoi. Tu sais, c'est pas ça, en fait. Donc, il faudra que je refasse une vidéo pour expliquer que, attention, c'est ça, c'est pas ça, j'en sais rien, mais en tout cas, il s'est passé ça, ça et ça. Et voilà. Donc là, dans ma tête, a germé l'idée de refaire une nouvelle vidéo. Et puis finalement, ben voilà, je vous dis, le cancer amplificateur de nos sentiments, moi qui ai du mal à gérer mes émotions, je me suis peut-être enflammé.
Mais je dis, tu sais quoi? Allez, boum, je vais pas faire une vidéo. Je vais faire cette vidéo et les autres. Parce que j'ai du bricolage à faire, je vais les filmer. Je vais apprendre à faire le montage. Je me suis acheté un trépied. Euh, c'est grâce à ça que je suis pas en train de me filmer comme ça. Et bon, et c'est parti sans trop y réfléchir au final. Et boum. Et là, ben, je m'éclate en fait. Parce que bon, oui, vous aurez compris que je suis encore en arrêt de travail. Donc, ben, j'ai un peu de temps à tuer. Et tout en étant, voilà, depuis autant, je vous ai exposé les moments où j'étais vraiment au plus bas, que là, maintenant, je commence à reprendre du poil de la bête. Alors, je suis très loin d'être à 100%. Et puis, comme je vous dis, j'ai cette hyper thyroïdie qui fait que je suis chaud comme un string et que, bon, c'est difficilement compatible avec le monde du travail et les frustrations qu'on peut y trouver, des choses comme ça. Enfin, bon, et puis, de toute façon, par rapport à ce que j'ai peut-être là, j'ai besoin encore de me préserver. Bon, bref, je vais pas me justifier, mais je suis d'un côté toujours en arrêt de travail et de l'autre côté, ben, les choses de la vie, je peux recommencer à les faire. Alors voilà, j'ai ce bras-là, je crois que j'en parle dans les vidéos. Ce bras, je peux pas le. Voilà, ce bras, il est handicapé pour l'instant, ça se voit pas, mais c'est parce que quand on m'a opéré ici, ben, on touche le nerf qui commande tout ça. Et donc, ben, j'ai pendant eu longtemps tout ça d'endormi. Bon, bref. Euh, Ce bras, et j'en fais pas exactement ce que je veux. Il n'y a rien de grave, ça va. C'est comme ma voix d'ailleurs, pour faire la voix de Marivonne. La voix de Marivonne, c'est ça. Mon ami, comment allez-vous, mon ami? Alors qu'en fait, la voix de Marivonne, j'aurais voulu que ce soit ma voix de tête, plus aiguë. Mais j'ai plus de voix de tête, parce que le nerf euh, qui nous permet de passer, pareil, pour parler, les glandes, comment dire, quand on parle, on a les cordes vocales, c'est ça. Elles vibrent comme ça. Et bien moi, j'en ai une qui vibre comme ça et l'autre qui fait. Enfin bon, j'en ai une qui fait ça et l'autre qui fait. Ça fait que j'ai plus de voix aiguë. Je fais. Je suis au max. Do, ré, mi, fa, sol, la, si, do, ré, mi, fa, sol, la, si. Voilà, bon, ça y est, j'y suis plus là. Je n'ai plus de voix de tête. Donc Marivonne, elle parle comme ça. Parce que ça, c'est facile à faire. Bref, donc oui, pour revenir, j'ai un peu de temps à tuer. Donc ben, je m'éclate à faire ça en fait. J'ai appris le montage. Je pense que mes montages, c'est de mieux en mieux là. Je vous ai fait quand même une vidéo du C4 présidentiel, et son envol majestueux à la fin où j'ai fait du parking où il était en panne jusqu'à la maison où on a l'impression que c'est un film à l'américaine, en Gino Panorama. Bon, bref. Eh ben, vous savez quoi, quand je fais du YouTube, je pense pas au fait que j'ai le cancer, au fait de par quoi je suis passé, par quoi je vais devoir encore passer, et je m'éclate. Et si ça marche pas, ça marchera pas. Si ça marche, tant mieux, parce que c'est gratifiant. Et si ça marche, là, je suis quand même assez actif. Mais bon, quand je vais reprendre le boulot, bon, voilà, hein, je vous dis youtubeur, bébé youtubeur, mais je suis pas un youtubeur, hein. Je suis, quand je vais reprendre le boulot, bien sûr que je vais continuer parce que je vais pas arrêter, c'est un truc qui me plaît comme ça. Mais ce sera le boulot en premier, quoi. Voilà, il y aura le boulot, du temps à consacrer à la famille et ensuite, du temps qui me reste, je ferai ça. Mais pour l'instant, en fait, j'ai l'impression que enfin, ça me prend, notamment parce que je suis nul en montage, ça me prend des heures et des heures. Et heureusement que ça me plaît, hein, parce que quand vous voyez une vidéo, quand j'ai fait l'entretien de la voiture de ma sœur, j'ai fait peut-être une trentaine d'heures de montage, 30 heures. Et pour, vous savez, 200 vues, quoi. Vous avez des youtubeurs connus qui font des milliers de vues, là, et c'est pas eux qui font le montage. Moi, j'ai passé des heures pour pas de vues, quoi. Bon, bref, je m'égare, je suis bavard. Euh, Ciao tout le monde. Euh, Si vous êtes malade, eh ben, bon courage à vous. Si vous ne l'êtes pas, ben, que ça continue comme ça. Voilà, en tout cas, c'est une vidéo où je voulais vous parler de mon expérience, de mon cancer. Je ne suis pas docteur, mais la vie du patient, il compte, chers amis docteurs. Ne l'oubliez pas. Au revoir tout le monde. À la prochaine. Ciao.